Tout le monde devra participer à l'effort. Face à l'ampleur de l'enjeu, il est illusoire de penser qu'une catégorie ou une autre puisse seule porter le fardeau. Il faut travailler plus. Il faut que toute la nation travaille plus. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Je cite comme exemple, mais je suis prêt à accepter d'autres idées, le lundi de Pâques, qui n'a aucune signification religieuse, et le 8 mai. Bienvenue Vdiké. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un sujet brûlant. La situation budgétaire, oui, très tendue en France. Le Premier ministre François Bayrou, il vient de présenter un plan. Un plan pour essayer de maîtriser un déficit public qui, disons-le, dérape un peu. Et une dette. Ah oui, une dette qui atteint des sommets. On a regardé un peu tout ça, les annonces, les premières analyses. Exactement. Notre mission, si on peut dire, décrypter ce plan. C'est un peu un plan choc, hein. Comprendre les réactions et surtout voir les défis énormes derrière tout ça. Faut imaginer, un déficit à 5,5% du PIB. L'an dernier, c'est loin, très loin des 3% que demande l'Europe. Et la dette publique, on est à quoi? Presque 3300 milliards d'euros? C'est ça, 114% du PIB. Un poids énorme qui, non seulement fait tiquer Bruxelles, mais qui rend aussi l'emprunt plus cher pour la France. Et tout ça, politiquement, c'est compliqué. Pas de majorité absolue à l'Assemblée. Ah, ça promet. Alors, bon, concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce plan? C'est un cocktail un peu détonnant, comme vous disiez. Moins de dépenses d'un côté, plus d'impôts de l'autre. Oui, j'ai vu ça. Pour 2026, on parle d'une année blanche, c'est-à-dire... ni les prestations sociales, ni les barèmes de l'impôt sur le revenu ne seraient revalorisés selon l'inflation. Un gel, quoi. Un gel pur et simple, d'accord. Et puis il y a cette mesure qui fait pas mal jaser, supprimer 2 jours fériés. Oui, comme le lundi de Pâques et le 8 mai, par exemple. L'idée affichée, c'est de stimuler la productivité. Travailler plus. Pour produire plus. Classique. Et côté impôt? Là, on cible plutôt les plus fortunés, avec une contribution de solidarité et peut-être aussi les grandes entreprises. C'est encore un peu flou. D'accord. L'objectif final, c'est quoi? Ramener le déficit sous les 3%. Oui, mais par étapes. D'abord 4,1% en 2025, et puis passer sous les 3% d'ici 2029. C'est ambitieux. Très ambitieux, oui. Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est la justification du gouvernement. Elle est double, en fait. Ah oui. D'un côté, on agite un peu le spectre de la méfiance des marchés. On rappelle la Grèce, la peur que les prêteurs ferment le robinet, si vous voulez. La peur de ne plus pouvoir emprunter ou à des taux exorbitants. Voilà. Et de l'autre côté, il y a la pression bien réelle de Bruxelles. La Commission européenne, elle a lancé une procédure pour déficit excessif. Un rappel à l'ordre en bonne et due forme. C'est ça. Contre la France et 6 autres pays, d'ailleurs. Oui. Mais attention, les critiques, elles commencent déjà à fuser. J'imagine. Qu'est-ce qu'on entend? Plusieurs analystes. J'écoutais un économiste sur France 24, par exemple. Il doute que ça suffise pour trouver les 40 milliards d'euros nécessaires. 40 milliards d'euros, c'est énorme. Oui. Et sans augmenter les impôts de façon plus large, ça semble compliqué. Et surtout, il pointe une sacrée contradiction. Laquelle? Vouloir freiner les dépenses sociales comme ça risque de casser la consommation des ménages. Logique. Et donc la croissance. Alors que c'est justement la croissance qui pourrait aider le plus à réduire le déficit, automatiquement, par les recettes fiscales. Donc le remède pourrait en fait aggraver le mal. C'est un peu l'ironie, oui. C'est un vrai risque. Et ce pari sur la suppression des jours fériés, l'impact réel sur la productivité, c'est si évident que ça? Les économistes sont d'accord là-dessus? Pas vraiment, non. L'impact est très débattu, loin d'être mécanique. Il pourrait être marginal, en fait, comparé aux effets négatifs du gel des prestations sur la demande. D'accord. Et d'ailleurs, au milieu de toutes ces coupes annoncées, il y a une exception qui saute aux yeux. La défense. Exactement. Le budget de la défense, lui, va continuer d'augmenter. Plusieurs milliards. On invoque le contexte géopolitique tendu, bien sûr. Bon, au-delà de l'économie, il y a la politique. Et là, ça s'annonce quand même très très chaud. Ah oui, pas de majorité absolue, on le disait. Faire passer un budget comme ça, c'est... un parcours du combattant. Clairement. Les oppositions, que ce soit à gauche ou à l'extrême droite, elles sont déjà vent debout. J'ai entendu parler de démolition du modèle social. Oui, ou que le gouvernement s'attaque au peuple plutôt qu'au gaspillage, ce genre de choses. Et la menace d'une motion de censure, elle plane. Constamment. Ce vote qui pourrait faire tomber le gouvernement. Voilà. La tension est vraiment palpable à l'Assemblée.
Et tout ça sur fond de contexte économique qui n'est déjà pas brillant. Non, c'est vrai. La France fait face à un ralentissement. La croissance attendue est plus faible que la moyenne européenne. Les marchés sont nerveux. On le voit au taux d'emprunt de l'État qui grimpe un peu. C'est un signe d'inquiétude. Et certains pointent la gestion passée. Oui, des observateurs qui évoquent des dépenses post-Covid peut-être mal maîtrisées. Voire même des chiffres du déficit 2023 qui auraient été, disons, un peu enjolivés. Ça rappelle de mauvais souvenirs. Ça rappelle un peu certains épisodes grecs, oui, cette idée de chiffres maquillés. Et puis il y a la question de l'effort. C'est-à-dire ? La contribution qu'on demande aux 0,1% les plus riches, face à l'ampleur du trou, beaucoup la jugent surtout symbolique. Pas suffisant pour combler le déficit. Loin de là. Et en même temps, on maintient des aides fiscales importantes pour certaines grandes entreprises. Ça fait grincer les dents. Ça alimente le débat, qui doit vraiment payer ? Alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, on a un plan d'austérité. Sévère. Oui, justifié par une urgence financière qui semble réelle, mais avec des solutions jugées insuffisantes par certains. Et potentiellement contre-productives pour la croissance par d'autres. Exactement. Le tout dans un climat politique explosif. C'est ça, l'option du passage en force, le fameux 49.3 sans vote, elle semble probable. Mais le risque d'une motion de censure qui passe et qui fait tomber le gouvernement, il est réel. Au fond, ça pose une question vraiment cruciale pour la France aujourd'hui. Comment on peut réconcilier cette discipline budgétaire que demandent l'Europe et les marchés avec la défense du modèle social français auquel tout le monde est attaché? Et avec la nécessité de relancer l'économie. C'est ça, l'équation quasi insoluble qui est sur la table, un équilibre très très difficile à trouver. C'est ça. Et ce qui frappe tout de suite, c'est que la source dit clairement « Attention, ce n'est pas juste une petite crise budgétaire passagère. » Non, non. Pour les auteurs, c'est bien plus profond. Une accumulation de problèmes structurels, anciens même, qui sont aggravés par les chocs récents, le Covid, la crise énergétique. Tout à fait. Des chocs qui ont révélé des fragilités préexistantes, en quelque sorte. Exactement. Donc, notre objectif ici, c'est d'explorer ensemble ce diagnostic et puis de comprendre la stratégie assez ambitieuse, il faut le dire, qui est proposée pour redresser la barre. Une stratégie intégrée, c'est le terme employé. Oui, intégrée. Et un point qui ressort dès le début, c'est ce que le texte nomme le double déficit. Alors, le déficit budgétaire, ça on connaît, l'État dépense plus qu'il n'encaisse. Le classique, oui. Mais il y a aussi, et c'est peut-être plus insidieux, un déficit commercial. La France importe plus de biens et services qu'elle n'en exporte. Absolument. Et ce double déficit, c'est vraiment la clé de voûte du diagnostic posé par le document. C'est crucial parce que ça signifie très concrètement que l'économie française, dans son ensemble, elle consomme plus qu'elle ne produit. Elle vit au-dessus de ses moyens productifs, si on veut. C'est exactement ça. Et ça crée une dépendance structurelle aux financements extérieurs, à l'emprunt. C'est une vulnérabilité de fond que le document cherche vraiment à corriger. Ce double déficit. Quels sont les autres problèmes de structure que le texte met en avant? On parle de compétitivité, jugée un peu rigide. Oui, c'est un point important. Le document fait souvent la comparaison avec l'Allemagne, par exemple. L'analyse suggère qu'il y a eu peut-être moins de réformes structurelles profondes en France qu'ailleurs. Moins de réformes de fond. Voilà. Et au pointe du doigt les coûts de production, jugés élevés, et une réglementation parfois perçue comme complexe, qui seraient des freins, notamment pour les entreprises qui veulent l'exporter. Autre point souvent débattu, les dépenses publiques. Le document reconnaît leur rôle pour financer notre modèle social, bien sûr. Oui, il ne le nie pas. Mais il souligne leur poids. Un poids très lourd sur les finances publiques, surtout quand la croissance économique n'est pas très dynamique, ce qui a été le cas pendant pas mal d'années. Exactement. Et ça nous amène à un autre concept soulevé par la source, qui est intéressant. Le piège de l'austérité. Le piège de l'austérité? Oui, l'idée que si on essaye de réduire les déficits trop vite, trop brutalement, en coupant partout ou en augmentant massivement les impôts, ça pourrait casser la croissance? Ben oui, ça risque d'étouffer l'activité économique. Et paradoxalement, ça rendrait la réduction du déficit encore plus compliquée. C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. D'accord, je vois. Un cercle vicieux potentiel. Et c'est pour ça, j'imagine, que la source critique un peu les solutions rapides, genre geler les dépenses ou supprimer un jour férié. Oui, considérées comme des mesurettes. Des pansements, voilà, qui traitent les symptômes, mais pas les causes profondes. Alors, quelle est l'alternative proposée? Cette fameuse stratégie intégrée? Alors, elle repose sur 3 piliers, c'est ça qui est central, et ces piliers sont vus comme indissociables. Premièrement,
Une consolidation budgétaire, mais qualifiée d'intelligente. Intelligente, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de couper dans les dépenses aveuglement, mais plutôt de réorienter l'argent public vers ce qui est jugé plus efficace, plus porteur d'avenir. Mieux dépensé, en somme. D'accord. Mieux dépenser, ça c'est le premier pilier. Le deuxième? Deuxièmement, une stimulation forte de la compétitivité et de la croissance. L'idée ici, c'est de transformer l'économie, passer d'un modèle qui est beaucoup tiré par la consommation intérieure vers un modèle plus orienté production, innovation, exportation? Exactement, rééquilibré en quelque sorte. Et troisièmement, et ça les auteurs insistent beaucoup là-dessus, garantir la justice sociale et la stabilité politique. Ah oui, c'est crucial pour l'acceptabilité. Fondamental. Le document martèle qu'aucune réforme d'ampleur ne peut réussir si elle n'est pas perçue comme juste, comme équitable, et si elle n'obtient pas un minimum d'adhésion de la population. Logique. Donc ces trois piliers doivent avancer ensemble. Voyons quelques exemples concrets que la source donne. Pour la consolidation intelligente, on parle d'examiner les dépenses par des experts indépendants. Oui, pour objectiver les choix. Il y a aussi l'idée d'une réforme fiscale pro-croissance. Par exemple, baisser les impôts sur la production, qui sont souvent critiqués en France. Et compenser peut-être par des taxes sur le carbone ou sur certains produits de consommation jugés moins essentiels. Voilà, c'est une des pistes évoquées. Le texte aborde aussi la question, toujours sensible, de lier l'âge de départ à la retraite à l'espérance de vie. Une mesure d'ajustement démographique à long terme. D'accord. Pour le pilier compétitivité, quelles idées? Simplifier le marché du travail, peut-être? Oui, faciliter l'embauche et aussi les séparations, mais attention, toujours en lien avec un investissement massif dans la formation, la reconversion. Un équilibre à trouver. C'est ça. Et puis, une stratégie industrielle ciblée. Renouvelable, numérique, santé et bien sûr la simplification administrative. Moins de paperasse. Des thèmes assez classiques, mais l'idée c'est de les intégrer dans un tout cohérent. Exactement. Et de les lier très fort au troisième pilier. Justement, ce troisième pilier, justice sociale et stabilité politique. Comment ça se traduit concrètement dans les propositions? On parle de nouveaux contrats sociaux. Oui, basés sur le dialogue. Et d'une vraie justice fiscale. Ça pourrait vouloir dire, par exemple, une contribution exceptionnelle demandée aux plus aisés, ou une réforme des gros héritages, ou encore s'attaquer à certaines niches fiscales jugées peu efficaces ou injustes. Et la communication est mentionnée aussi, non? Ah oui, c'est un point clé pour les auteurs. Une communication gouvernementale très transparente sur les objectifs, les contraintes, et surtout présenter une vision positive, un cap clair. Montrer où on va et pourquoi on y va. C'est ça, ce qui est vraiment au cœur de la démarche proposée, c'est cette recherche d'équilibre constant. Le document défend l'idée que la rigueur économique et l'équité sociale, ce n'est pas l'un contre l'autre. Au contraire, ce seraient les deux jambes nécessaires pour avancer durablement. Donc si on suit la logique du document, la période actuelle, même si elle est difficile, c'est une sorte de moment charnière. Une occasion peut-être d'engager des réformes ambitieuses. Qui peuvent être difficiles à court terme, on ne le cache pas. Oui, mais qui viserait à rendre la France plus dynamique, plus compétitive, tout en essayant de préserver son modèle social. C'est un pari audacieux quand même. Tout à fait. Et ça nous amène à une réflexion qui est un peu en filigrane dans le texte, même si elle n'est pas toujours dite noir sur blanc. C'est-à-dire ? Le document lui-même reconnaît que certaines mesures préconisées sont politiquement explosives. On pense à la réforme des retraites, à celle du marché du travail. Ce sont des sujets qui, historiquement, provoquent des réactions très fortes en France. Oui, c'est un euphémisme. Voilà. Et donc, ça soulève une question fondamentale qui dépasse la simple pertinence économique du plan à vie. Quelles seraient les conditions politiques réelles? Quel type de leadership faudrait-il pour qu'une stratégie comme celle-ci, aussi complexe, aussi interconnectée, puisse passer de la théorie à la pratique? Et surtout, être acceptée sur la durée. C'est peut-être là, au fond, que se situe le défi le plus immense. Une question essentielle pour l'avenir, effectivement. Merci pour cette analyse. Merci à vous.